Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Le PSG qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions, en tête de son groupe après avoir eu très peur. L'automne se termine bien côté parisien. Victoire 5-1 contre Istanbul Başakşehir, victoire pleine de promesses dans une atmosphère très particulière évidemment. Le Paris Saint-Germain semble s'être remis en ordre de marche et surtout il semble avoir retrouvé de l'efficacité et de la cohérence dans le jeu. On va revenir sur le parcours européen de ce PSG 2020-2021 et tenter d'expliquer comment il est monté en puissance, comment il s'est rassuré, dans quelle mesure la condition physique des joueurs a-t-elle pesé sur leurs performances médiocres d'octobre et de novembre, ont-ils souffert d'un manque de repères collectifs. Contre Istanbul en 3-5-2, on a retrouvé un Neymar impérial, étincelant aux côtés de Marco Verratti. Ce système peut-il permettre aux Brésiliens de s'épanouir pleinement, comme toute son équipe finalement ? Avec moi aujourd'hui, deux de nos journalistes qui suivent de près le quotidien du PSG. Hugo Delon pour commencer. Bonjour Hugo. Bonjour Marie. Et Dan Perez est là également. Bonjour Dan. Bonjour. Voilà, vous avez le menu et le casting. Maintenant, on peut commencer. Enfin, avant de commencer, un mot sur le contexte singulier du match entre le PSG et Istanbul Başakşehir. Mardi 8 décembre, rencontre interrompue à la 13e minute par les joueurs à cause des propos à connotation raciste du quatrième arbitre, Sebastian Kolotescu, envers Achille Webo, membre du staff stambouliote. Le match a repris le lendemain. Les 22 joueurs et les arbitres ont commencé le match genou à terre, le poing levé pour dire non au racisme. Séquence historique relatée en détail dans notre journal et sur notre site. Nous, aujourd'hui, dans Big Five, on va se concentrer sur le jeu, même si cela paraît anecdotique au regard de tout ce qu'il s'est passé. Le PSG a donc décroché sa qualification en terminant premier de son groupe, devant Leipzig, Manchester United et Istanbul Başakşehir. 4 victoires et 2 défaites. 2 défaites au début de la campagne européenne, contre United et Leipzig sur le score de 2-1 à chaque fois. Le PSG a réalisé cette saison son plus mauvais départ en C1 de toute l'ère qatari. Hugo, en août, après la victoire contre l'Atalanta en quart de finale lors du Final 8, tu avais souligné dans Big Five que le groupe parisien avait pris son destin en main. Est-ce que tu as pensé la même chose récemment, peut-être depuis la victoire à Old Trafford ? Depuis 10 jours, je pense ça. Il était temps que cette saison soit lancée côté parisien. Et effectivement, je crois à l'explication d'une prise de conscience du groupe, notamment après Bordeaux, après cette fameuse conférence de presse de Thomas Tuchel après Bordeaux, où il ne comprend pas du tout ce qui s'est passé en seconde période dans son équipe. Et donc, sur les 2 jours suivants, au camp des loges, il y a cette réunion où il y a effectivement une responsabilisation de tout l'effectif, où Thomas Tuchel change de méthodologie, change de discours, et essaye de mettre ses joueurs face à leurs responsabilités, et notamment en leur rappelant qu'il faut retrouver ce qu'il appelle l'esprit du Portugal, l'esprit de Lisbonne, donc cet esprit de corps qui avait permis au PSG d'atteindre la finale Ligue des Champions. Et je pense effectivement il y a un certain nombre de dialogues entre le staff et les joueurs, et entre les joueurs eux-mêmes. Et ils se disent effectivement, si on n'est pas performant sur la séquence à venir, donc la semaine à venir, la saison est quasiment terminée. Et donc effectivement, je crois en une prise de responsabilité de ce groupe, une responsabilisation de ce groupe, effectivement à ce moment-là. Alors avant d'évoquer la condition physique des joueurs, un mot sur le collectif parisien qu'on a senti en manque de repères lors des 3 premiers matchs, même pendant la victoire face à Istanbul 2-0 fin octobre. Cet été, 4 nouveaux joueurs notamment sont arrivés à Paris, Danilo, Florenzi, Rafinha et Kean, tandis que le PSG a perdu Meunier, Choupo-Moting, Cavani et surtout son capitaine Thiago Silva entre autres. Selon vous, dans quelle mesure ça a perturbé le collectif parisien ? Bon, évidemment, la perte de Thiago Silva, donc le capitaine et le titulaire en défense, mais qu'il était encore durant le Final 8, forcément, ça perturbe les habitudes de l'équipe. Après, est-ce que c'est à ça qu'il faut attribuer le début de saison poussif ? C'est peut-être une des raisons, mais je ne suis pas sûr que ce soit la principale. Quand Tuchel a évoqué à de nombreuses reprises la condition physique très difficile des joueurs, il y en a qui ont été testés au Covid, ils ont enchaîné les 2 saisons, donc je pense que c'est peut-être le premier facteur d'explication. Le deuxième, il y a une forme aussi d'usure mentale qui avait été notamment évoquée par Mbappé. Tuchel aussi en a parlé en conférence de presse, et parfois on s'est trop attardé sur ses colères et pas assez sur ce qu'il disait. Il évoquait également cette espèce d'usure. Je pense que ce sont les deux facteurs principaux. Et si Hugo a à juste titre parlé d'une remobilisation, ça veut bien dire qu'ils n'étaient pas tout à fait mobilisés. Donc ça veut bien dire qu'il y avait un engagement qui pouvait faire défaut.
J'ajouterais à ce que dit Dan, c'est au-delà de l'aspect physique et d'un calendrier qui s'est précipité avec le Final 8 et l'absence de repos et les blessures. Il faut jamais oublier qu'il y a eu 6, 7, 8 joueurs majeurs qui ont été blessés à une période. Je pense qu'il faut pas oublier le mercato tardif. C'est peut-être un élément qu'on a eu tendance à oublier. Les recrues dont vous parliez, c'est des recrues qui sont arrivées extrêmement tardivement, notamment Danilo, Keane, Rafinha, qui sont arrivés la dernière semaine du mercato. Et donc forcément, oui, ils n'ont pas eu un impact immédiat de fait. Et aujourd'hui, vous sentez les Parisiens plus frais mentalement, régénérés ? Alors régénérer, je dirais pas ça, parce que Mbappé le disait à juste titre, il a l'impression d'avoir une saison et demie, c'est-à-dire que ça s'est jamais arrêté. Donc je pense que l'usure elle est là, mais ils se sont dit, je crois qu'ils se sont fait peur tout simplement. Ils se sont dit voilà, si on ne réussit pas cette séquence d'une semaine, à la fois en Ligue des Champions bien sûr et en Ligue 1, bah la saison elle se termine quoi, tout simplement. Si ils sont battus hier soir contre l'Istanbul ou contre Manchester, bah la saison elle est terminée. C'est-à-dire qu'il y a plus rien à jouer derrière quoi. Il y a quand même une capacité dans cette équipe qui fait à la fois ses qualités et ses défauts, et de capacité à allumer la lumière. On se souvient, il y a 2 saisons, quand il faut gagner à domicile contre Liverpool pour se qualifier, là, tout le monde se met au boulot, on voit Neymar faire des retours défensifs, le bloc être compact. La saison suivante, il y a le retour contre Dortmund, où pareil, même si la performance n'est pas aboutie, l'état d'esprit, tout d'un coup, tout le monde prend conscience et dit, bon, maintenant, les gars, on court tous, on fait tous bloc, tout le monde fait les efforts, et il y a un peu de ça aussi, on a retrouvé un peu de ça aussi à Manchester, et pareil, même si la prestation n'est pas parfaite non plus, il faut pas oublier que Paris concède beaucoup d'occasions malgré tout, mais il y a une capacité à rallumer la lumière comme ça et à tous se mobiliser qui est assez frappante dans cette équipe et qui commence à être récurrent au fil des saisons. Quand ils sont au pied du mur. Oui, quand ils sont au pied du mur ou quand ils comprennent que bon là ils risquent, oui effectivement, ils risquent d'être éliminés ou là ça commence à faire un peu trop et finalement, on peut se dire aussi que Tuchel a bien compris ça et épouse un peu cette manière de faire de ce groupe, ce profil comportemental de ce groupe-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il a une grosse responsabilité dans ça, Thomas Tuchel. Je pense que quand Dan dit rallumer la lumière, je pense que c'est un coach qui arrive, on l'a vu sur les 2 dernières années notamment, et Dan évoquait Dortmund, à effectivement changer par des petits éléments de management, l'état d'esprit de son groupe là, et, après Bordeaux, il les convoque, il est dans le vestiaire et il leur dit voilà les gars, si vous continuez comme ça, si on ne défend pas tous ensemble, si vous n'avez pas envie, la saison elle se termine là. Alors vous allez me dire c'est pas un truc révolutionnaire, mais effectivement il a encore cette prise sur le groupe qui lui permet, pour reprendre la terminologie de Dan, de rallumer la lumière. Alors, on a parlé des blessés, donc l'enchaînement des 2 saisons a fait mal partout en Europe et notamment dans les clubs qui ont participé au Final 8. Il y a eu 18 joueurs blessés au PSG depuis le début de la saison, c'est plus que dans n'importe quelle autre équipe. Donc, par exemple, lors de la défaite à Leipzig, Paris a dû se passer de Neymar, Mbappé, Verratti, Icardi, Bernat et Draxler, ça fait beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, les Parisiens sont globalement mieux physiquement, même s'il y a encore pas mal de blessés? Déjà, l'infirmerie elle est quasiment vide, Marie. Sincèrement, il y a Bernat, que le PSG a perdu pendant 6 mois, il y a Icardi, mais pour le reste, Draxler c'est un cas un peu à part. Les cadres, ils ont été récupérés. Et quel cadre? Je crois qu'on a mal mesuré, et moi le premier, l'influence que peut avoir Marco Verratti sur cette équipe. Depuis qu'il est là, il est là à 100% de ses moyens. C'est quand même un autre PSG. Il faut être clair par rapport à ça. Et ils ont récupéré peu à peu des joueurs athlétiquement qui sont beaucoup plus en forme. Je pense à Neymar, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure. Je pense à Di Maria qui commence un tout petit peu à revenir hier soir à un état athlétique plus adapté à ce qu'il peut produire, parce que lui il a été suspendu, c'est pas une blessure, il a été suspendu 4 matchs qui lui a absolument coupé les jambes, etc. Donc voilà, on a un groupe qui effectivement sur le plan athlétique est mieux. Alors après la victoire à Istanbul, Tuchel avait déclaré bien sûr qu'on peut mieux jouer, mais pas en ce moment. Le symbole de ce PSG revitalisé, c'est Neymar évidemment, tu le disais Hugo. Donc le Brésilien est monté en puissance tout au long de la phase de poule. Bilan 5 matchs, 6 buts, une passe décisive et surtout une influence sur le jeu retrouvée au fil des matchs. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez le numéro 10 parisien revenu à son meilleur niveau physiquement parlant? Top, peut-être pas, mais on sent qu'il y a une espèce de concordance entre la condition physique de Neymar qui revient, qui s'améliore, et la performance collective de l'équipe. Et et le retour de Verratti, et le fait d'avoir trouvé une structure un peu plus cohérente pour lui, on y reviendra. Mais ces 2 choses-là, de manière concordante, font que sur les derniers matchs, on voit contre Istanbul, on voit un super Neymar, triplé, grosse perf. À Manchester,
grosse perte décisive, mais malgré tout, on sent encore, c'était juste la semaine dernière, on sent encore qu'il lui manque un peu de canne. Alors certes, il court ses 10 km, contrairement à Mbappé qui a 8,5 à chaque match. Donc Neymar court ses 10 km, mais si ta question c'était est-ce qu'il est au sommet de sa condition physique, non, il y est pas encore. Et de toute façon, les grosses équipes n'ont pas besoin non plus que tous leurs joueurs soient tous au sommet à ce moment-là de la saison. Et psychologiquement, on le sent peut-être aussi un petit peu plus serein, moins nerveux qu'il y a quelques semaines. En fait, moi, je corrèle tout à l'aspect physique, en fait. Quand Neymar, il était bien, frustré. Ouais, quand il est bien physiquement, voilà, ça suit, quoi. Ses performances suivent et il est capable de faire des actions individuelles exceptionnelles. On l'a vu encore hier soir, on l'a vu contre Manchester, sur le 3e but. Il y a quoi, peut-être 2 hommes dans le monde capables de faire cette action sur le 3e but. Il est frustré quand il passe pas ses dribbles, quand il est pas efficace, quand il est pas spectaculaire, quand c'est pas Neymar, quoi. Mais voilà, Dan le disait, il est peut-être aujourd'hui à 80-90% de ses capacités physiques. Et je crois aussi que sur les premiers matchs de la Ligue des Champions, le fait que le PSG puisse assez peu faire avancer le ballon sans lui, c'est-à-dire avec un milieu en difficulté, il manquait Verratti, donc Paredes ne jouait pas, Rafinha n'était pas titulaire. Donc le fait que le PSG n'arrive pas à faire avancer le ballon, à lui amener le ballon dans des zones un peu plus hautes, le faisait décrocher et forçait encore davantage cette frustration parce que ça lui donnait un rôle absolument énorme sur le terrain et donc ça rendait plus dangereux ses potentielles pertes de balles et c'était une espèce de cercle vicieux. Et là, on est en train de retrouver non seulement un Neymar en bonne condition physique, mentalement assez près, qui passe mieux ses dribbles, mais aussi on est en train de trouver un Neymar un peu plus haut sur le terrain, un Neymar qui n'a pas besoin de tout faire dans cette équipe, et ça joue aussi dans ses performances. Et ça, c'est lié à Verratti, le retour de Verratti. Ouais. Le lien Verratti-Neymar naturel que l'on voit depuis maintenant 3 ans, voilà, tout est là. Premier enseignement du 3-5-2 mis en place par Thomas Tuchel hier, donc c'était la première fois en C1, c'est que le Brésilien a beaucoup moins besoin de défendre, et Mbappé aussi. Oui, première fois ancien, au début du match, parce qu'il avait fini ils avaient fini les précédents matchs comme ça. Donc oui, c'est la première fois où il y a une configuration où il y a 8 joueurs derrière le duo de stars. D'accord ? Jusqu'à présent, on avait vu 6 joueurs dans le 4-4-2, 4-2-4, ou 7 joueurs quand Paris évoluait en 4-3-3. Et là, on en est à 8, c'est-à-dire qu'il y a 5 défenseurs, 3 milieux, plus les 2 attaquants. Alors, si la question c'était sur le plan défensif, évidemment, ils sont tous les deux dans la ligne d'attaque à 2, et ils ont moins besoin de faire des replis. On l'a vu encore à Manchester quand ils étaient en 4-3-3, on leur demandait des replis extérieurs défensifs assez importants, même si Neymar n'a pas toujours fait pendant tout le match. Mais dans cette configuration-là, avec seulement les 2 devant, c'est sûr qu'ils ont moins de boulot défensif. Ça les rapproche aussi tous les deux sur le terrain ? Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée par contre de les rapprocher. Moi je suis parti de ceux qui pensent que à trop vouloir jouer ensemble, ils se perdent. Donc pour le coup, dans l'absolu, je préférais le schéma mis en place par Thomas Tuchel à Manchester, avec un 4-3-3 précisément, avec Mbappé à droite et Neymar à gauche, avec Keane au milieu. Et je trouve que Keane leur permet il attire les défenseurs, les centraux, il fixe les centraux et donc il donne de la liberté aux 2, sans que systématiquement ils essaient de chercher. Moi ce système-là m'a intéressé. Effectivement, il y a un travail défensif beaucoup plus important à faire dans ce système-là pour protéger les côtés forcément. Mais Kylian Mbappé, je trouve que dans cette position d'ailier droit pur, c'est une situation dans laquelle il avait pu être mis depuis maintenant 2 ans en Ligue des Champions. Je trouve que ça l'oblige à simplifier son jeu et à trouver des solutions plus simples. Et donc c'est un schéma qui me plaît et je trouve que Keane dans ce schéma-là est beaucoup plus utile aux 2 joueurs. C'est intéressant ce que dit Hugo sur le côté est-ce qu'il faut les rapprocher ou non. Thomas Tuchel, depuis son arrivée, globalement, a essayé de les rapprocher au maximum sur le terrain. Ça fait partie des constantes, comme mettre Verratti du côté de Neymar. Il y a quelques principes intangibles comme ça du mandat de Tuchel. Faut rappeler qu'ils avaient fini l'ère Emery très éloignés l'un de l'autre. Le match au Real, par exemple, où Paris se fait éliminer, ils mangent la ligne tous les deux. Ils sont très, très éloignés l'un de l'autre. Et c'est la première fois à Manchester qu'on a retrouvé une configuration, alors avec un Neymar un peu plus à l'intérieur, mais plus éloigné l'un de l'autre. Et c'est vrai que ça donne à Mbappé parfois d'autres pistes. Ballon au pied, on retrouve un Mbappé un peu en mode équipe de France, en mode début au PSG, qui a envie de provoquer. On l'a vu sur le premier but, qui pense pas forcément à venir combiner avec Neymar. Donc c'est vrai que c'est une piste intéressante. Il l'a fait qu'une fois pour l'instant, Thomas Tuchel. À voir s'il va continuer, ou en tout cas s'il va réitérer cette expérience.
Mais en 3-5-2, on a parlé de la relation entre Neymar et Verratti. Ce que l'association entre les deux joueurs a montré est plutôt réjouissant pour l'avenir. Oui. Alors, pour le coup, c'était un Istanbul-Başakşehir, quoi. Je veux pas, avec tout le respect que je dois à cette équipe, je demande à revoir le 3-5-2 et donc l'association dont vous parliez, face à une opposition un peu plus dense. Face à, voilà. Aujourd'hui, sincèrement, moi, je reste sur ce que je disais à l'instant. Je pense c'est pas forcément efficace de les mettre une défense beaucoup plus solide. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, ils vont systématiquement se chercher à se trouver les uns pour les autres. On l'a vu hier soir à redoubler les passes, qui c'est pas efficace. Et je pense que dans des matchs de très haut niveau, je pense en quart, en demi ou en finale des Champions, ils auront besoin de ce point d'appui que peut représenter Moïse Kean pour fixer les centraux et leur offrir de la liberté. Et aussi avoir de la présence dans la surface, parce que alors tu disais que c'est Istanbul-Başakşehir, donc il y a le niveau, et il y a aussi le contexte du match qui fait qu'il y avait un peu moins d'agressivité. Mardi soir, ils avaient commencé le match de manière un peu plus agressive, Istanbul, si on se souvient. Et Paris avait peiné à trouver Verratti, Neymar, il y avait un embouteillage à l'intérieur du jeu et tout ça. Et parfois, Paris pouvait trouver des extérieurs, et il manquait de monde dans la surface. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus idéaliser ce 3-5-2 dès maintenant. Ça reste pour l'instant un match, comme le disait Hugo, un match contre Istanbul dans ce contexte-là. Et c'est vrai qu'il peut, en plus du point d'appui que Kean peut leur donner, il y a aussi de la présence dans la surface qui peut manquer, parce que Mbappé a quand même encore cette tendance à s'éloigner de la surface parce qu'il a besoin de toucher des ballons. Et donc là, dans ces moments, il peut manquer du monde dans la surface. Ce système en 3-5-2, pour revenir rapidement là-dessus, il a un grand défaut pour moi, au-delà de l'association Neymar et Mbappé, enfin qui est pas un défaut, mais en tout cas qui est une limite pour moi, c'est l'absence de pistons de qualité. C'est un système qui par définition a besoin de pistons, donc des joueurs de côté qui sont extrêmement efficaces, et je trouve que ce PSG là, avec Mitchell Baker, contre lequel j'ai rien, mais qui est un joueur extrêmement limité, ballon au pied, et Florenzi qui par son volume va peiner, même s'il a des immenses qualités dans la créativité, mais il a pas de culture défensive, et dans le volume il a pas suffisamment de volume. Donc je ne crois pas, pour aller plus loin, que ce 3-5-2 soit viable à très haut niveau. Quand je dis très haut niveau, c'est en quart, en demi-finale de Ligue des Champions. Même le jour où le PSG aura retrouvé Bernat, par exemple ? Ah, mais ils vont pas le retrouver à 100% cette année. Ici, Bernat, il revient au mois mars-avril. On va pas le retrouver à un très haut niveau avant quelques mois. C'est pas automatique. Et puis à droite, on va toujours se poser la question. Alors, il y a le T-Hocker qui est possible, mais offensivement, dans la créativité, l'Allemand a montré ses limites. Et moi, j'ai vraiment un doute quant aux capacités dans le duel de Florenzi. Mais tu crois pas que ça peut être justement une option parfois pour un peu sécuriser de deux manières l'équipe, à la fois parce que ce que je disais, c'est-à-dire mettre 8 joueurs derrière le duo Neymar-Mbappé, et aussi profiter des qualités de Danilo sans les inconvénients, c'est-à-dire sans le mettre dans le cœur du jeu, sans qu'il ait à couvrir une trop grande zone, etc. Et avoir 3 milieux assez techniques qui permettent aussi de garder le ballon, de faire de la possession défensive. Et je me demande, en tout cas, c'est une interrogation, est-ce que ça peut pas être une option aussi un peu pas sécuritaire, mais plus prudente dans certains matchs de Ligue des Champions, parce que tu sécurises défensivement, tu as plus de monde derrière ton duo de stars, et tu peux garder le ballon un peu plus que dans les formules en 4-3-3, sauf s'ils gardent ce milieu-là. Alors, dans ce cas-là, ça expose un peu plus l'équipe aussi. Pour le coup, je trouve que l'équilibre peut être trouvé en 4-3-3, sincèrement, avec des milieux créatifs. Si on pose un Danilo, Herrera et Gay, qui sont absolument pas créatifs balle au pied, voilà, il va y avoir des joueurs, mais ça va rien donner. Moi, j'ai vu contre Manchester au Par exemple. Moi, je crois beaucoup en cet équilibre à la fois défensif du 4-3-3, celui de Manchester dont je parlais tout à l'heure, avec des joueurs plus créatifs. Et c'est-à-dire un Danilo en point de basse et un Rafinha, un Verratti, avec les risques que ça comporte. Mais je trouve que ce milieu-là pourrait être suffisamment créatif. Et Rafinha, par exemple, a montré que dans le duel et dans le contre-effort, il pouvait être aussi efficace. Dan, tu viens d'en parler. L'une des particularités de ce 3-5-2, c'est le positionnement de Danilo Pereira. Match très solide du Portugais hier. Est-ce que, selon vous, ça n'évacue pas le débat sur son positionnement, si on considère qu'il n'a pas le profil idéal pour évoluer au milieu dans ce système-là ? Le débat sur le positionnement de Danilo, je pense, ne doit pas être décorrélé du profil de l'équipe qui est le PSG. On en avait parlé pendant le Final 8. Dans le 4-3-3 où Paris n'était pas l'équipe la plus compacte au monde, le rôle de Marquinhos devant la défense et sa zone de couverture extrêmement large était
son rôle était fondamental. En plus des qualités défensives, c'est-à-dire dans le jeu aérien, la capacité à venir aider sa défense, etc., Marquinhos avait une capacité à faire des longues courses, des longs sprints de compensation quand il était positionné devant la défense dans ce PSG-là, que Danilo ne pouvait pas faire. Donc, il y avait une certaine logique, en tout cas sur ce point précis, à ne pas mettre Danilo devant la défense. Si tu veux mettre Danilo devant la défense, il faut que tu aies un bloc réduit, un bloc compact. Il faut que tu puisses le décharger de la relance. Donc, un peu comme fait le Real avec Casemiro, qui parfois s'éloigne complètement au moment de la relance et au moment de relancer sous pression. On peut voir Casemiro presque proche de l'attaquant, et c'est Kroos et Modric qui redescendent. Et il faut que tu lui demandes des choses très précises qui ne soient pas au cœur de la construction de ton jeu, et qui soient là pour être un rempart devant ta défense, un atout dans le domaine aérien, et un joueur capable de couvrir une petite zone dans un bloc compact. Est-ce que Paris, pour l'instant, a montré ce profil d'équipe-là, ce profil de jeu-là? Je pense pas. Voilà, et c'est pour ça que pour moi, j'ai du mal encore à l'imaginer titulaire devant la défense au PSG. Je pense que le débat Marquinhos-Danilo, c'est un débat qui a été créé tout seul par Thomas Tuchel. Je pense que pour le coup, il s'est mis dans une situation un peu compliquée. Un petit peu par les déclats des joueurs à la sortie de certains matchs. Même pas quand il dit Danilo est un meilleur défenseur que milieu. Sincèrement, c'est un manque de respect évident pour moi. Pour le coup, Dieu sait si je trouve des circonstances atténuantes parfois à Thomas Tuchel, mais là, je dois admettre que j'ai pas compris son propos. Ça voudrait dire que tous les entraîneurs de Danilo avant se sont trompés. Sergio Conceição, pour lequel j'ai beaucoup de respect, voilà, je pense qu'il aurait vu si c'était un meilleur défenseur. Donc là, il est revenu entre guillemets à la normale avec Marquinhos en défense centrale, et Marquinhos en défense centrale, il sécurise beaucoup de choses. Il l'a dit, il sécurise Abdou Diallo quand il est à sa gauche. Je trouve que il est très complémentaire de Presnel Kimpembe dans la mesure où je trouve qu'ils ont des critères communs dans la manière de défendre. Donc voilà, et Danilo, il sera utile, comme le disait Dan, dans une situation particulière, devant la défense, avec un bloc bas, en apportant des qualités qu'il a dans le domaine aérien, dans l'abattage défensif. Mais effectivement, si vous lui demandez des grandes courses et de la créativité à Danilo, il ne va pas vous les apporter. En fait, la vérité, c'est que pour ce PSG, Marquinhos est un bien meilleur défenseur que Danilo, et c'est un bien meilleur milieu défensif que Danilo aussi, pour ce PSG-là. En fait, c'est ça la vérité. Après, est-ce que du coup, il fallait mettre l'un ici, l'autre là? Est-ce que du coup, la solution, c'était pas de mettre Danilo sur le banc plutôt qu'en défense centrale? On peut se poser la question. Oui, parce que le PSG a plein d'autres options au milieu. Au milieu, oui, il avait plein d'autres options, mais encore une fois, ce que je disais sur le rôle de ce 6-là dans un PSG complètement déstructuré, enfin, faut se souvenir comment Paris, par exemple, finit le match contre Manchester, où le bloc est sur 60 mètres, je parle du match au Parc des Princes, et où les milieux cavalent comme des fous. Donc faut se souvenir, faut se demander toujours, quand on cherche à savoir est-ce que c'est un bon milieu défensif, par exemple, est-ce que tel joueur est bien à ce poste-là, il faut toujours se demander, oui, mais on parle de ce joueur-là pour quel type d'équipe? Un joueur devant la défense à l'Atlético, il n'a pas du tout le même rôle qu'un joueur devant la défense dans le PSG du Final 8 et du début de saison. Voilà, donc c'est ça aussi le sujet. En revanche, en défense, c'est vrai qu'il y avait peu de solutions, déjà parce qu'il n'y a pas eu de recrues, et en plus parce qu'il y avait des blessés, des conditions physiques un peu aléatoires au début de saison, donc tout ça a favorisé ces espèces d'expérimentations aussi de Tuchel. Justement, en ce qui concerne l'animation globale, on a dit que Tuchel avait expérimenté plusieurs approches, donc un système qui évolue parfois au cours du match. Di Maria aussi relayeur, comme lors de son entrée face à Istanbul en remplacement de Rafinha à la mi-temps. Tout ça, ce sont des pistes intéressantes pour le PSG à l'avenir qui peuvent lui permettre d'être moins prévisible. En fait, ce que j'aime bien avec Thomas Tuchel, c'est qu'il s'était arrêté sur un schéma l'année dernière, et je trouve que là, il tente plus de choses depuis quelques semaines, quelques mois, et moi, ça m'intéresse. Je trouve qu'il essaie d'influer sur le cours des matchs, beaucoup plus que la saison dernière, donc toutes ces initiatives dont vous parlez, je trouve ça intéressant. Après, il y en a des plus ou moins bonnes, voilà, qui sont plus ou moins réussies, mais je trouve ça intéressant. Là, la dernière, sur Di Maria relayeur, il en avait parlé en conférence de presse il y a 15 jours, en disant qu'il écartait pas ça, il le tente, voilà, dans un système particulier, en 5-3-2, face à Istanbul Başakşehir. Je suis pas sûr qu'il tente Di Maria en quart ou en demi-finale avec des champions, faut être très honnête avec ça, quand même, faut le dire. C'était son poste au Real il y a quelques années. Oui, mais il n'a plus la condition physique. Oui, voilà, il n'avait pas le même âge, j'allais le dire. C'est même pas l'âge. Là, mais là, franchement, il y a un monde. Il faut revoir le Di Maria de l'époque et le Di Maria de ces dernières semaines. Je crois qu'il faut faire les deux images. Il faut vraiment être très conscient du fait que ce n'est plus le même joueur du tout. Voilà, il y a un peu un fantasme autour de Di Maria relayeur parce que c'était un joueur très très dynamique, très vertical. Et
bon, déjà, sa condition physique est moins bonne qu'avant. Il a beaucoup moins de caisses. Et puis, ça devient aussi davantage un joueur à jouer entre les lignes. Il est en train de devenir presque meneur, etc. Et certes, il est visible dans son entrée contre Istanbul, mais il a du mal sur certains replis défensifs. Et comme par hasard, à son entrée, Kaveci, qui est, je ne sais pas si je prononce bien, mais qui était dans sa zone, tout d'un coup fait 15-20 très très bonnes minutes parce qu'il a beaucoup plus de liberté, alors qu'il était beaucoup plus embêté par Rafinha, qui a un plus gros abattage défensif que Di Maria. Donc oui, c'était agréable de voir Di Maria à ce poste-là, mais attention, c'était dans une configuration très très précise, et je ne crois pas qu'il ait la caisse pour être une solution durable à ce poste-là sur des très gros matchs. Mais en tout cas, il cherche des solutions, Thomas Tuchel. C'est ça quand même le plus intéressant dans la séquence actuelle, c'est que à la fois le 3-5-2 dont on a parlé, à la fois le 4-3-3 de Manchester avec Mbappé à droite et Neymar à gauche et Keane en pointe, à la fois des titularisations improbables parfois, Mitchell Baker, même si c'est pas un joueur qui est extrêmement créatif à le pied, il n'hésite pas à lancer des jeunes comme Timothée Pembele, donc il tente des choses et je trouve ça intéressant. Juste dernière question sur Di Maria. Est-ce que Tuchel peut se permettre de ne pas titulariser, voire de ne pas faire jouer régulièrement André Di Maria ? Il y a un élément qui est important, c'est qu'il est en fin de contrat en juin. Donc si vous voulez le convaincre de prolonger, il va falloir le faire jouer un minimum quand même, ce garçon. C'est pas quelqu'un qui a un ego surdimensionné, quoique. Mais si vous le faites jouer contre eux, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs, Nantes, Dijon et Montpellier, et qui joue pas les gros matchs, c'est André Di Maria quand même, faut que jamais l'oublier, c'est un joueur de top niveau mondial. Donc si vous voulez convaincre de signer en fin de saison, vaut mieux le faire jouer. Si, après, la question c'est de savoir s'il est indispensable à ce PSG-là dans les matchs à élimination directe ou c'était en quart ou en demi-finale. C'était aussi dans ce sens-là. Bah, moi, ma préférence, c'est sans Di Maria en 4-3-3, avec Mbappé à droite, avec Keane dans l'axe et avec Neymar à gauche, et donc André Di Maria sur le banc qui rentre à la 60e ou 70e minute de jeu. Donc pour vous, pour rebondir sur ce que tu disais, Tuchel a intérêt à continuer à adapter ses approches dans le jeu, ses systèmes à l'adversaire aussi, aux joueurs qu'il a à dispo. Mais ça, il le fait souvent. C'est quand même un entraîneur qui réfléchit pas mal à la micro-tactique, qui ajuste certaines choses. On a vu, si tu reprends les matchs du Final 8, alors il y avait une structure qui était à peu près similaire, mais il y a toujours des petits ajustements. Un coup, Herrera est un peu plus haut que les deux autres milieux. Un coup, Mbappé va attaquer plus côté gauche. Un coup, il va plus se recentrer. Et tout ça, c'est des choses travaillées, c'est des petits ajustements. Donc, franchement, Tuchel travaille beaucoup sur la préparation de ces matchs. C'est très très clair quand on voit les rencontres, et évidemment qu'il s'adapte en partie à son adversaire. Mais pour revenir sur ce qu'on disait sur Di Maria, je suis plutôt d'accord avec Hugo. On a l'impression que la formule avec les trois devant et encore plus les trois plus un autre, elle paraît un peu désuète maintenant. Après, je confirme, c'est un énorme bosseur. On peut lui reprocher beaucoup de choses peut-être à ce technicien, mais c'est un mec qui s'adapte beaucoup, comme le disait Dan, à ses adversaires, et qui donne des clés simples parfois à ses attaquants. Moi, spontanément, je pense à une là, face à Leipzig. Il dit aux trois de devant, n'hésitez pas à aller presser sur Dayot Upamecano, c'est friable dans la relance, etc. Alors vous allez me dire, c'est pas incroyable que de penser ça, mais il le dit, il insiste dans la causerie sur les deux matchs, et force est de constater que si vous voyez les matchs contre Leipzig, il avait raison, ça amène des buts. Il faut aussi dire, on en avait un peu parlé il y a quelques temps dans l'émission, qu'il a réussi lui-même à se transformer, à faire sa propre révolution. Il n'est pas aussi rigide qu'il pouvait l'être à Dortmund dans l'approche des matchs. Paris a fait des matchs vraiment avec des approches de jeu très très différentes, a fait même parfois des matchs à 35% de possession volontairement. Je dis ça, c'est caricatural, mais ça dit aussi quelque chose de sa capacité à s'adapter, à réfléchir à lui-même, à ses propres convictions et à se transformer aussi. On verra ce que ça donnera au printemps. Le prochain match du PSG, ce sera évidemment pour les huitièmes de finale. Le tirage au sort est à suivre le lundi 14 décembre. Adversaire possible pour les Parisiens: l'Atlético, Séville, le Barça, l'Atalanta, Gladbach, la Lazio et Porto. Et en attendant, vous pourrez suivre un alléchant PSG Lyon pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Merci à tous les deux, Hugo Delon et Dan Perez. Merci aussi à Antoine Bourlon. Et vous qui nous écoutez, je vous dis à la semaine prochaine.